Bienvenue à tous, adhérents et non-adhérents du SNAFAM. Merci aux fidèles qui nous suivent depuis maintenant régulièrement et bienvenue aux nouveaux. Pour ce troisième webinaire proposé par le SNAFAM sur 2026, nous traiterons de nos actualités métiers. Donc, c'est un peu différent de ce que l'on a pu faire jusqu'à présent comme exercice. Il s'agit en fait d'un point que nous réalisons après la tenue de chaque conseil d'administration du SNAFAM de façon à ce que tous les adhérents du SNAFAM aient le même niveau de connaissance des sujets métiers en cours et pas uniquement les membres du conseil d'administration. Donc, à la suite de ce webinaire, vous recevrez une note écrite que l'on a toujours eu l'habitude d'écrire, qui s'appelle Actu Métier, et que l'on envoie à tous nos membres du SNAFAM non administrateurs. Donc, suite à ce webinaire, vous recevrez cette note Actu Métier et bien évidemment le replay du webinaire en lui-même. Donc, pour mémoire, ces webinaires qui ont été mis en place en 2025 sont à destination des professionnels de la filière armurière que vous représentez et un rappel avant de démarrer sur qui est le SNAFAM. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, le SNAFAM est le syndicat professionnel national de la filière armurière et il accompagne ses entreprises adhérentes au quotidien sur les sujets métiers et, bien évidemment, il défend les intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics. Je suis moi-même Bertie Serve, déléguée générale du SNAFAM et présidente de l'IEACS, qui veut dire Institut européen des armes de chasse et de sport, dont la fonction est la même que celle du SNAFAM, mais au niveau européen. Avant de démarrer, un simple rappel technique. Comme il s'agit d'un webinaire, vous ne pourrez pas parler en direct. Par contre, la discussion dit chat vous est ouverte et nous lirons vos éventuelles observations ou questionnements en fin de présentation. Donc, c'est parti, nous allons démarrer ce petit tour d'actualité de notre filière. Et nous vous présenterons ensuite, parce que vous pouvez vous poser la question dans notre titre, nous vous présenterons les rencontres annuelles du SNAFAM, qui est le moment de rencontre avec tous nos membres qui va se dérouler en avril prochain. Et au cours de ce moment de rencontre se tiendra notre assemblée générale. Donc, dans nos sujets d'actualité, nous en avons un fort qui nous préoccupe déjà depuis de longues années. Le dossier est ouvert depuis 2018, on peut dire, mais déjà avant avec le sujet des zones humides. Mais depuis un an, un coup d'accélérateur s'est mis en place, puisqu'au niveau européen, l'écriture des textes à valider et vérifier est parue en février 2000, sont parus en février 2025. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui à date? C'est ce qui nous intéresse. Donc, il s'est passé un événement majeur au cours du mois dernier, parce que depuis le 18 février dernier, très exactement, les balles sont désormais exclues du champ d'application de la restriction. Il faut savoir que, pour mémoire, mais je pense que vous étiez au courant, que jusqu'à présent, le projet portait sur tout ce qui concernait les balles et les munitions à grenaille contenant du plomb. Maintenant, il a été dit que les balles ne seraient plus concernées et seraient exclues de ce champ d'application de la restriction. Par contre, pour les cartouches au plomb, rien n'a changé. Et pour la chasse, l'interdiction prévue à 3 ans après l'entrée en vigueur du règlement, donc au moment de sa signature, pour le moment rien n'est fait, donc 3 ans après l'entrée en vigueur du règlement, il ne serait plus du tout possible d'utiliser des cartouches avec grenaille à plomb, qu'on soit en zone humide ou pas. Le tir sportif en extérieur serait concerné dans un délai plus long après 5 ans. Et une dérogation qui existe déjà est maintenue, enfin déjà dans le texte proposé, est maintenue pour les calibres compris entre 1,9 et 2,6 mm qui sont utilisés par des membres des fédérations de tir sportif, mais pas n'importe où.
exclusivement dans des stands qui seraient conformes à des mesures de gestion des risques de la pollution qui sont prévues dans le règlement européen. Euh, il faut savoir que l'exclusion des balles qui a été décidée au niveau européen depuis le 18 février dernier dans le texte, dans les propositions de texte, repose sur des considérations de défense et de sécurité. Nous avons vraiment, nous, au niveau de l'industrie, donc en France et aussi au niveau européen, défendu le dossier par rapport à ce contexte géopolitique actuel vraiment très particulier dans lequel nous vivons. Donc il ne s'agit pas d'une révision au sens scientifique du risque, mais vraiment d'un ajustement politique de viabilité. Qu'est-ce que l'on avait mis en avant comme argumentation? C'est cet enjeu stratégique de défense et de sécurité, le fait que les industries civiles et militaires des munitions sont interdépendantes, les chaînes de production sont les mêmes, donc on fragilisait du coup la production même pour la défense si on fragilisait l'univers du civil. Ce sont donc les mêmes sites et technologies qui produisent ces munitions sportives et munitions militaires. Et nous avons en plus des problématiques de pénurie sur de la matière, la nitrocellulose, la poudre, et on ne vous a pas développé toute la liste d'argumentations, mais aussi l'indépendance vis-à-vis de pays qui peuvent nous poser soucis et fragiliser notre chaîne industrielle, alors que l'Union européenne cherche parallèlement à renforcer nos souverainetés nationales ou souverainetés européennes. Donc l'interdiction du plomb générait un effet totalement inverse. Donc la question d'aujourd'hui, et ce sur quoi on continue de travailler, c'est que si cet argument euh, d'enjeu stratégique au niveau de défense et sécurité justifie l'exclusion des balles, pourquoi ça ne s'appliquerait pas également à la grenaille produite par les mêmes industriels? Donc, dans les enjeux stratégiques et problèmes pratiques et économiques, c'est que dans cette interdiction du plomb, c'est un dossier aussi sur lequel forcément la Fédération nationale des chasseurs est extrêmement investie, puisque l'univers de la chasse est très directement concerné, l'univers du tir sportif également, mais dans des mesures moindres ou différentes. Donc l'application est complexe sur le terrain, donc il faut pouvoir prendre du temps pour définir correctement les choses. Les délais industriels sont totalement insuffisants. En 3 ans, une industrie n'est absolument pas capable de se transformer, de se mettre en place. Donc nous préconisons un moratoire de mise en œuvre pour l'interdiction totale de la grenaille de plomb entre 7 à 10 ans. On prêche bien évidemment plus pour le 10 ans. Et ensuite, les stands, je vous ai parlé très rapidement de cette contrainte autour des stands de tir sportif et ils devront eux-mêmes, on ne vous fait pas la liste ici, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous communiquera les informations plus précises. Euh, mais les stands se devront de répondre à des normes très encadrées et parfaitement définies, mais qui engendrent du coup des coûts conséquents. Ces normes correspondent à la volonté de maîtriser la pollution liée au fait qu'il y ait du plomb qui soit tiré et présent. Donc entre autres, par exemple, la pollution avec le ruissellement de l'eau sur le plomb qui serait retombé au sol. Donc pour moderniser les stands au niveau européen, vous voyez les montants qui ont été envisagés pour pouvoir se mettre aux normes, c'est très conséquent. Nous, en France, nous ne sommes pas en mesure actuellement d'avoir des stands qui répondent à ces normes. Donc, on pense en plus que les coûts réels sont réellement sous-estimés. Donc, l'état du texte, le dernier projet, nous en sommes à. Il y a une dérogation encadrée pour certains stands de tir extérieurs, sportifs extérieurs, mais avec ces obligations lourdes dont je vous ai parlé. Là, je vous le redétaille un petit peu, confinement du plomb, la récupération à des rythmes périodiques donnés,
contrôler le pH, gérer l'évacuation des eaux et avec des obligations déclaratives qui sont très, très lourdes. Donc la mise en œuvre pour les stands serait 5 ans après l'entrée en vigueur du texte. Donc 3 ans pour la chasse, 5 ans pour les tirs dans les stands qui sont en extérieur. Les stands de tir en intérieur ne sont plus concernés. On a réussi à faire que la dérogation s'applique à la partie intérieure puisqu'on estime que l'usage du plomb est contenu. Donc, la fenêtre d'opportunité, c'est que le texte a déjà réussi à évoluer plusieurs fois depuis son écriture d'origine, sous pression de nos États membres et de toutes les parties prenantes. Donc, parties prenantes, ce sont des organisations professionnelles comme le SNAFAM et nos homologues au niveau européen. Donc, nous avons obtenu le retrait des balles, donc tout ce qui se tire dans les carabines, pour être plus précis. Nous avons obtenu l'allongement donc de certaines périodes transitoires et une scission du texte initial, c'est parce que il y avait à l'origine la pêche et la chasse qui étaient dans le même texte. Donc ça remonte déjà à quelque temps. On a pu scinder pour pouvoir se consacrer sur ce qui était chasse. Et quand je dis chasse, mais il y a quand même partie tir sportif, bien évidemment. Donc voilà, il faut savoir qu'une minorité de blocage dite qualifiée au niveau européen peut encore modifier le texte ou procéder à un renvoi. La prochaine réunion au niveau européen est en avril, donc on continue de travailler sur le sujet et on vous tiendra au courant. Lors de nos rencontres annuelles, nous aurons peut-être plus d'informations à vous communiquer à ce moment-là. Un autre sujet d'actualité, qui est vraiment un sujet qui est en cours, qui concerne les mesures de protection générale des entreprises. Depuis, hop, un petit retour arrière, la diapo a sauté un cran. Depuis février dernier, nous avons eu une réunion au SCAE, Service central des armes et explosifs, avec une présentation de première réflexion du SCAE sur des mesures de protection, sur les mesures de protection des établissements détenant des armes. Euh, En fait, le ministère réfléchit actuellement à mettre en place une harmonisation de ces mesures de protection dans le cadre de la délivrance des autorisations de commerce de nos articles réglementés, que ce soit pour la catégorie C comme pour la catégorie B. Et cette volonté d'harmonisation tiendrait compte aussi des évolutions technologiques, comme pour les systèmes d'alarme que l'on utilise, pour la capacité à avoir aussi des vidéosurveillances de façon plus autonome. Donc voilà, le travail part d'un constat qui permettrait au SCAE et à ses contrôleurs d'avoir une démarche plus homogène et aussi au FSI, Force de sécurité intérieure, police, gendarmerie, qui font les contrôles annuels sur place. Donc cela part d'une intention qui est plutôt aidante pour les deux parties, côté ministère et nous de notre côté professionnel. Notre problématique aujourd'hui, c'est la crainte qu'il y ait l'expression de mesures qui aillent au-delà de ce qui est écrit aujourd'hui et qui nous provoquent des difficultés. On en a quelques-unes qui ont été identifiées parce que les deux axes de travail portent en fait sur, d'un côté, la protection des locaux quand ceux-ci sont fermés et sur la gestion des armes de catégorie B quand un commerce de détail est ouvert. Donc il y a un ciblage qui est fait sur les showrooms de catégorie B afin de les faire rentrer dans les attendus actuels et que il serait envisagé d'avoir une attente qui soit du même niveau que des armes de catégorie B rangées dans un coffre. Donc l'idée là, à ce niveau-là, serait plutôt assez simple et que ce soit dans une pièce qui devienne une pièce forte comme un coffre et qui soit totalement aveugle et qu'il n'y ait pas d'ouverture. Tout cela est du conditionnel, rien n'est acté et tout étant pour le moment en réflexion avant écriture. Le sujet qui nous pose souci et sur lequel on échange activement avec le SCAE concerne la protection des locaux quand ceux-ci sont fermés et par rapport à nos structures, telles que nos structures de bâtiments aujourd'hui, qui peuvent être des bâtiments
que l'on appelle en bardage double pot, et donc qu'il n'y ait pas d'exigence qui soit d'un niveau trop élevé par rapport à ce que nos entreprises seraient capables de mettre en place, et puis qu'il y ait en fait un niveau d'exigence qui soit adapté aux risques potentiels rencontrés. Donc, nous travaillons avec le SCAE pour que la réflexion soit adaptée à la réalité du terrain. Donc, nous avons réalisé une visite chez un armurier détaillant et ainsi qu'une visite chez un grossiste, donc côté B2C et B2B, pour que puisse être vu et perçu quelles sont les contraintes pour vous, armuriers, au quotidien dans vos structures et vos magasins. Donc, on travaille activement sur ce sujet avec une demande et une vraie collaboration de la part du SCAE. Mais il est important que cette réalité de terrain, je me répète un peu, mais soit entendue parce que on ne voudrait pas que derrière une simple ligne d'écriture dans un texte, cela engendre de gros problèmes pour nous. Donc le SNAFAM et son conseil d'administration suivent ce dossier de très près. Autre information d'actualité que vous avez peut-être vu passer pour certains. Donc la Cour des comptes a mené sur ces 2 dernières années une évaluation de la politique publique du contrôle des armes à usage civil. Et le rapport de la Cour des comptes est donc paru le 5 mars, excusez-moi, le 5 mars dernier. Alors, ce rapport, hop, vous avez la diapo, qui vous recontextualise le sujet. Donc, en septembre 2024, nous avons été auditionnés par la Cour des comptes qui lançait cette mission d'évaluation de politique publique de contrôle des armes à usage civil. L'ensemble des acteurs de l'univers des armes ont bien évidemment été rencontrés par la Cour des comptes, que ça soit du côté privé que du côté État, préfecture, les différents ministères, etc. Donc là, en mars, le rapport des comptes a été publié. Vous pouvez le retrouver sur le site du SNAFAM, et nous avons d'ailleurs écrit une petite note à ce sujet. Et donc, la Cour souligne, comme vous le voyez ici, que euh, elle constate qu'il y a bien l'existence d'un cadre réglementaire qui est particulièrement structuré pour l'acquisition et la détention des armes, mais elle met en évidence des difficultés de mise en œuvre administrative et notamment en moyens humains, organisation et contrôle d'outils. Donc en fait, ce dont on s'aperçoit et que met en avant les problématiques de la Cour, ce ne sont pas des problématiques qui sont à notre niveau, nous, les professionnels. Elles sont au niveau des administrations. Donc, dans leur retour, les convictions que nous partageons, c'est que les acteurs du circuit légal, qu'ils soient licenciés sportifs, armuriers agréés, collectionneurs enregistrés, les chasseurs bien évidemment, respectent rigoureusement un cadre réglementaire exigeant et ils ont tous accompagné de bonne foi, même si ça n'a pas toujours été facile, les réformes successives. Donc la création du SCAE, le déploiement du SIA, Système d'information sur les armes, l'ouverture du RGA, qui était donc juste avant le référentiel général des armes, l'accompagnement de toutes les personnes peut-être éloignées du numérique qui ont dû s'adapter. Enfin, tout ça s'est fait avec une vraie volonté de la part des acteurs de notre côté d'y arriver. Le constat que nous, en point 2, nous trouvons vraiment fondamental, c'est que la criminalité armée est majoritairement alimentée par des filières illicites et elles sont imperméables aux mesures administratives qui, elles, ne vont peser que sur les détenteurs légaux. Tout le monde le sait, ça, aujourd'hui. Mais c'est un constat fondamental que le rapport de la Cour des comptes confirme. Il est officiel. Et donc ça doit orienter les priorités de politique publique. C'est vraiment important. On le dit depuis toujours, on le crie haut et fort, on le sait tous. Mais là, pour une fois, on a un accompagnement du côté sphère publique
qui le confirment. Et les marges de progrès existent. Elles vont être au niveau des délais préfectoraux, d'un côté très hétérogène dans le traitement des dossiers au niveau territorial et le pilotage budgétaire qui est là plus au niveau national, mais qui, par exemple, a un impact sur la finalisation du développement du SIA et des différentes ouvertures de certaines thématiques qui ne sont toujours pas présentes depuis le travail qui est fourni depuis 4 5 ans. Donc voilà pour cette partie rapport de la Cour des comptes. Donc je vous le rappelle, il est présent sur le site du SNAFAM. Sujet qui nous intéresse et qui est moins réglementaire, mais qui peut vous permettre, si justement cet échange, cette présentation un peu rapide peut être frustrante parce que je passe forcément vite sur certains points qui peuvent vous manquer en information. Donc du coup, vous n'avez pas le avant, c'est peut-être moins facile pour comprendre le maintenant. Du coup, nous avons décidé de tenir notre assemblée générale sous un format nouveau, que l'on avait déjà démarré l'année dernière et qui nous a permis d'envisager le format que je vais vous présenter aujourd'hui. Chaque année, nous avons décidé de tenir notre assemblée générale et nos rencontres annuelles dans un lieu qui sera différent. Il est lié au fait que nous avons créé le comité Héraclès avec, avec les 3 fédérations de sport qui ont usage d'armes à feu, à savoir l'AFF Tir, l'AFF Ski côté biathlon et la FFBT pour le ball-trap. Donc l'année dernière, notre assemblée générale se tenait à Prémanon au sein du site d'entraînement de haut niveau de la Fédération française de ski pour les biathlètes. Cette année, cela se tient à Châteauroux au CNTS, donc en partenariat avec la FF Tir. Et l'année prochaine, nous serons à Ichoux, en dessous de Bordeaux, en partenariat avec la FFBT. Donc revenons à cette année. Donc rencontre annuelle sur le site du CNTS. Ces endroits différents, forcément, sont toujours trop loin pour les uns ou les autres, mais statistiquement devraient euh, être plus proches pour certains. Donc d'où l'intérêt. On comprend que tout le monde ne puisse pas se déplacer. C'est pour ça que l'on bouge et à un moment on se dit qu'on va peut-être être plus proche de vous. Alors, sur ce site, hein, on va vous raconter comment vont se dérouler ces rencontres et quel intérêt il y a à être présent. Il n'y aura pas de retranscription en vidéo, de suivi en vidéo possible, donc il faut vraiment être présent pour pouvoir suivre et échanger. Nous aurons déjà la chance d'avoir la présence d'un certain nombre de personnes institutionnelles. Le maire de Châteauroux, ancien ministre des Sports. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des personnes qui seront présentes. Ce qui nous intéresse en complément, c'est le déroulé de ces rencontres annuelles. Donc, sur 2 jours, ce sera le lundi 20 et mardi 21 avril. Donc, nous aurons le lundi notre assemblée générale statutaire qui démarre le lundi après-midi, qui n'est accessible qu'aux membres du SNAFAM. Là, c'est la partie vraiment réservée SNAFAM. Ensuite, tout le reste dont je vais vous parler est totalement ouvert, même aux non-membres du SNAFAM. Et bien au contraire, vous êtes bienvenus, puisqu'il n'y a que de cette façon-là que vous pouvez apprendre à connaître qui nous sommes, ce que nous faisons, comment nous travaillons, ce que nous pouvons vous apporter et ce que vous pouvez nous apporter aussi, puisque c'est à double sens. Donc 14h30, l'ouverture de nos rencontres annuelles. Ensuite, nous présenterons plus précisément le comité Héraclès, les actions de politique publique qui ont été, enfin d'affaires publiques qui ont été réalisées. Nous aurons quelques activités qui seront réalisées, des découvertes de tir et une surprise autour de la réglementation. On n'en dit pas plus. Ça sera à découvrir sur place. Un apéritif, un dîner assis, tout cela est pris en charge par le SNAFAM, que vous soyez adhérent ou non adhérent. Le lendemain, nous aurons une présentation des travaux de l'année
par l'ensemble de nos commissions présentes au sein du SNAFAM. Donc vous les voyez ici à l'écran, mais je vais vous les développer juste après pour savoir quel est l'intérêt, à quoi servent ces commissions. La commission que l'on a appelée RSE euh, va vous présenter le fruit d'un premier travail qui est la création d'un livret pour valoriser et mieux faire comprendre notre secteur d'activité auprès des banques, des assurances et des transports. C'est-à-dire de pouvoir vous donner à tous un support qui vous permettra d'échanger et de parler avec ces acteurs qui sont peu familiarisés avec nos activités et qui, donc, en conséquence, prennent des mesures qui peuvent être un peu radicales, c'est-à-dire soit nous imposer des prix très élevés, soit ne pas vouloir du tout travailler avec nous. Donc, comme c'est une problématique largement identifiée, on travaille sur ce sujet RSE parce que nos acteurs, nos partenaires banques, assurances ou transporteurs sont concernés par ces politiques RSE. Donc on a décidé de venir travailler pour montrer que l'on était en adéquation avec leur politique RSE et qu'il n'y avait aucune logique à nous en exclure. Donc il faut savoir faire œuvre de pédagogie, savoir se présenter et savoir expliquer ce qui est évident pour nous mais pas pour eux. Nous aurons un moment pour parler du banc national d'épreuves. Le banc national d'épreuves aura un représentant qui sera parmi nous et on vous présentera le travail que l'on réalise avec les points trimestriels que nous tenons depuis 2020, les problématiques rencontrées, certaines solutions trouvées, même si pour certains tout n'est pas encore parfait, mais les choses avancent, progressent. Et nous aurons une présentation aussi des projets du BNE pour 2026 avec beaucoup d'évolutions. Et on vous présentera aussi le fruit de travaux que l'on a pu réaliser et proposer à nos membres pour les aider et accompagner dans les problématiques rencontrées. Nous avons une commission emploi et formation. Actuellement, elle est très axée sur la formation parce qu'il y a deux gros dossiers en cours. La révision, vous savez qu'en France, nous avons deux formations, le CAP d'armurier et le BMA d'armurier. Donc, il y a en ce moment une réforme du BMA. Alors, c'est une réforme nationale de tous les BMA qui deviennent des BNMA, Brevet national des métiers d'art, au lieu de brevet de métiers d'art. Cette réforme euh, obligatoire, là, qui nous est imposée, nous permet au passage de venir apporter des évolutions dans le référentiel pour les adapter à nos modes de fonctionnement d'aujourd'hui et aux nos attentes d'aujourd'hui. Donc ça, nous aurons une présentation qui sera faite de façon un peu plus précise. Je ne vais pas le développer plus ici. Nous avons aussi un travail en parallèle sur le CAP d'armurier, tout cela en partenariat avec le lycée Benoît Fournéron. Et voilà, vous avez une diapo que vous retrouverez, je ne vais pas passer de temps pour l'expliquer ici longuement, vous la retrouverez dans le replay. Mais l'idée, c'est d'avoir deux formations qui soient adaptées aux armes et aux usages d'aujourd'hui. Les pratiques de chasse ne sont plus les mêmes et font que euh, le volume d'armes a évolué et surtout s'est transformé quant aux caractéristiques des armes utilisées. Et la catégorie B est aussi, les armes de catégorie B sont aussi un profil d'armes qui se sont largement, qui ont augmenté. Donc voilà, donc il y aura des étapes nouvelles qui se mettent en place progressivement et qu'on vous présentera largement au moment de nos rencontres annuelles. Voilà, donc on vous présentera aussi toutes ces étapes justement de travail parce que un certain nombre de nos adhérents impliqués sur ces sujets y consacrent beaucoup de temps et d'énergie. Et ça, c'est pour le collectif, hein. Donc voilà, donc on vous redonne ces informations sur pourquoi une révision de cette formation, les délais de révision, mais on reviendra dessus au moment de nos rencontres annuelles. La commission relations partenaires. Là, l'idée et l'objectif, c'est de référencer des partenaires au niveau de la filière armurière pour vous aider au quotidien. Les partenaires, ce ne sont pas des fournisseurs de produits que vous revendez. Ce sont des fournisseurs
de choses dont vous avez besoin pour votre quotidien en armurerie. Donc partenaires, on a parlé, il y a les banques, les assurances, effectivement les transporteurs, mais ça peut être aussi pour votre équipement, le logiciel de caisse, comment l'aménagement de votre magasin. Voilà. Donc ça, on a besoin de vous tous pour créer et alimenter cette commission. Et voilà. Donc on va présenter l'avancée aussi du travail au niveau de cette commission relations partenaires et surtout le pourquoi et en quoi on a besoin de tous nos membres du SNAFAM pour pouvoir la construire. On présentera aussi notre commission communication qui là œuvre beaucoup autant en communication interne qu'en communication externe. Interne, ça veut dire vers vous, nos membres, et externe vers les pouvoirs publics, vers les parlementaires, vers les politiques, vers nos partenaires, comme j'en parlais tout à l'heure, pour ce qui est, comment dire, transporteur, banque et assurance. Un nouveau magazine se met en place au sein de la filière armurière, un magazine B2B. Le SNAFAM sera présent sur tous les salons professionnels majeurs de cette année. Donc on démarrera au moment du Game Fair et au moment de Tir Expo, sachant qu'on a été très impliqués et on a travaillé en partenariat avec les éditions La Rivière pour que Tir Expo puisse juridiquement exister. Et on fera un retour sur les flashs webinaires. L'après-midi du mardi, donc vous voyez, c'est rempli. Nous parlerons de tout ce qui est gestion de vie en entreprise d'une façon générale. Le sujet de la facturation électronique à venir, les changements de code NAF, le médiateur à la consommation. Nous avons tenu un webinaire sur ce sujet-là. Et donc, les membres du SNAFAM ont un accès gratuit et sont en conformité à partir du moment où ils sont adhérents au SNAFAM sans coût supplémentaire. Donc, il est dommage de ne pas en profiter. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle pour être sûr que tous nos adhérents ont bien compris et entendu ce point-là. Nous parlerons également de la filière dans notre commission santé et environnement de recyclage des douilles avec une intervention d'écologie qui fera un point de présentation de là où nous en sommes et de ce qui reste à faire. Vous pourrez aussi questionner, vous exprimer sur ce que vous avez compris, pas compris. Voilà. Et une nouvelle filière qui va nous concerner sous peu, qui concerne les emballages professionnels. Et nous aurons une intervention de la CGF, qui est un organisme auprès duquel nous cotisons et qui nous accompagne sur les sujets transverses au niveau de nos entreprises, c'est-à-dire qui ne concernent pas directement les armes et les munitions. Nous avons, avec notre commission interprofession, une présentation des actions menées par l'interprofession. Nous aurons ensuite euh, un point de réglementation et entre autres sur ce sujet poudre pour lequel il y a beaucoup de questionnements et il en reste aussi à notre niveau, mais on vous présentera en l'état des choses euh, toutes les informations et les éléments que l'on peut vous donner pour vous accompagner sur ces thématiques-là. Et nous terminerons avec notre commission sur tout ce qui est flux douaniers, marchandises qui rentrent et qui sortent du territoire, que ce soit en provenance ou destination de l'Europe ou hors Europe. Donc voilà pour l'ensemble des choses que nous verrons pendant ces rencontres annuelles. Donc l'idée, on vous renouvelle l'invitation. Venez, soyez. C'est un moment assez unique où on va parler dans le détail de toutes ces thématiques que je viens d'aborder et où il peut y avoir aussi de l'échange direct. Les acteurs du B2B, c'est-à-dire les représentants des fournisseurs, seront tous présents et tous les armuriers détaillants également. Donc c'est aussi un moment d'échange important. Cette journée se terminera à 16h30 le mardi avec une conclusion par notre président Yvan Fam, bien évidemment. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute, pour cette présentation un peu différente. Nous n'étions pas sur un sujet de réglementation. Nous reviendrons sur une thématique réglementation lors de notre prochain flash webinaire qui portera sur la destruction des armes et on vous fera un point
justement avec le LPN tel qu'il est aujourd'hui et les démarches de ce que vous devez faire ou ne pas faire, les bonnes pratiques autour de la destruction des armes. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis donc au jeudi 30 avril prochain pour cette nouvelle thématique. Merci à vous. Au revoir.